Un autre volet de notre sujet concernant la présidentielle au Togo, on évoque maintenant le sort de Jean-Pierre Fabre. Il s'est complètement effondré à l'issue de ce scrutin. Son score est aussi une surprise. Il passe sous la barre des 5%. Dimas Dikodo, vous y croyez? Oui. Et pire que ça, d'ailleurs, Fabre n'est pas un grand stratège politique. Il a bénéficié, il a toujours triché en politique, excusez-moi le terme, il a toujours triché en politique. Il a bénéficié premièrement de l'aura de Gilles Christ Olympio pour venir au-devant d'un parti politique. Et quand il a pris ça, il a toujours bénéficié du groupe, de l'effet de groupe, de nombre de regroupements, des coalitions et autres. Donc c'est ce qu'il a mis devant. Donc, son réel poids politique, c'est maintenant qu'on l'a mesuré. Et quand on sortait des insuffisances dans ses sorties, dans ses stratégies, dans ses actes politiques, les gens pensaient qu'on était contre lui. Et lui-même, il devait se remettre en cause rapidement pour s'entourer de vrais conseillers, pour s'entourer des coachs, pour pouvoir relever son niveau. Mais il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire, il s'est contenté du très peu, et dans sa suffisance absolue, eh bien, voilà ce qu'il peut avoir, il peut récolter comme verdict politique. Et donc, le peuple voit tout, le peuple analyse. Les gens pensent que non, c'est une masse, on peut la manipuler comme on veut, mais c'est faux. À un moment donné, mais le petit langage que tu as tenu maintenant, les gens te suivent de près, sans que tu ne le saches. Tu peux décevoir à l'instant même, comme tu peux conquérir les cœurs. Et donc, quand il le fait, et il fait des promesses, il déçoit au jour le jour, il va penser que c'est des promesses politiques. On ne peut pas le poursuivre en justice pour ça. On ne peut pas l'attaquer. Mais le verdict est là. Et c'est le verdict populaire, c'est la censure populaire, c'est ça. Oui, mais il faut quand même dire une chose, c'est la campagne de dénigrement orchestrée par Agbéomé et son prélat qui ont beaucoup joué. Mais pourquoi ça a marché, Innocent? N'oubliez pas ça a marché parce que... N'oubliez pas quand même qu'un prélat, c'est une personnalité morale. Et quand un prélat, publiquement, qualifie Jean-Pierre Fabre de Judas, ça a un impact. Parce que n'oubliez pas que le prélat, c'est un représentant de Dieu sur terre et que sa parole vaut de l'or. Et il dit qu'il parle inspiré par le Saint-Esprit. Donc quand il va dire que non, Jean-Pierre Fabre est un Judas qui a pris de l'argent, etc., c'est rentré dans l'inconscient des gens. Et les gens l'ont mis en tête. Ça, c'est un premier point, cette campagne-là de dénigrement orchestrée par le prélat. Le deuxième point, c'est la campagne de manipulation orchestrée également par le candidat du Saint-Esprit, c'est-à-dire Agbéomé. Quand il dit que oui, en 2010, en 2015, il avait gagné, mais il n'a pas su ramener la victoire. Mais moi, si vous votez pour moi, je vous ramène la victoire. À midi. Bon, on vote même à 7h. Déjà à midi, il ramène la victoire. Que ce soit midi ou pas, c'est pas ça qui est important pour moi. Mais déjà, le fait de dire que lui, il a déjà gagné 2 fois, mais n'a pas su ramener la victoire. C'est rentré également dans l'inconscient des gens. Les gens se sont dit, oui, effectivement, en 2010, il avait gagné. Il avait dit qu'il a gagné. Il s'est déclaré président élu. Mais bizarrement, 2010-2015, il n'a pas su ramener la victoire. Or, Agbéomé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a un carnet d'adresse assez énorme. Il parle avec Macron. Il a l'armée de son côté. Il a un carnet d'adresse étendu. Il serait super riche. Et il connaît la maison. Et il sait comment faire en sorte pour ramener la victoire, pour prendre la victoire même de force de la main du président. Donc les gens ont voulu tenter. Donc les gens se sont dit, ah ben non, si c'est Agbéomé qui avait fait la maison, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, un produit pur, 100% RPT, qui le dit, alors là, ben non, ça veut dire que le gars... il est assis sur des trucs qui vont ramener la victoire. Donc, ça, c'est un deuxième point également qui a fait basculer l'électorat de Fabre vers Agbéomé. Maintenant, la conséquence, elle est là aujourd'hui. Même quand on analyse les résultats, comme on l'a fait lors de la première heure de cette émission, on se rend compte que des gens ont voté pour un candidat qui a déjà été dans la maison, RPT qui connaît la maison, et qui peut-être n'a jamais encore coupé le cordon ombilical avec
avec la maison. Donc, si alternance devrait y avoir dans ce pays, ça veut dire que ça devrait venir de quelqu'un du système. Je ne sais pas si vous avez fait cette analyse-là. Ils ont pris exemple sur le cas des Congolais. Et des Congolais, même ici au Burkina. On va avec quoi là. Mais j'aimerais ajouter aussi quelque chose. Vous voyez, l'électorat de Fabre était essentiellement composé aussi des catholiques. Hein. Vous avez vu des manifestations avec des bougies à l'époque, dans les églises catholiques, avec le frac, vous voyez, non? Et donc, il y a tout ça. Mais maintenant, quand on parle de l'église, on parle quand même des leaders spirituels. Et c'est pas n'importe lequel qui s'est levé maintenant pour dire que non, mais lui là, c'est plutôt un Judas. Et là, je rejoins parfaitement ce que Innocent a dit. C'est plutôt un Judas. Et donc, cette autorité religieuse-là, avec le travail d'accompagnement qui a été effectué par les prêtres et d'autres prêtres, il ne faut pas négliger cela. Parce que dans des couvents de l'église catholique, dans des officines et un peu partout de ces églises, les groupes organisés ont été sensibilisés par d'autres prêtres. Hein? Et d'ailleurs, j'ai eu un audio lors de cette campagne, un audio des prêtres qui demandait aux fidèles de cotiser pour le candidat du peuple. Donc, ça lui a donné un coup terrible. Finalement, Abel, Fabre s'est effondré tout seul ou on l'a poussé à s'effondrer? Les deux. Lui-même était dans cette dynamique d'effondrement et puis on l'a poussé avec du cynisme et puis du faux également. Vous pensez qu'il a vu le coup venir? Non, il ne l'a pas vu venir. Pas du tout. Avant, j'avais remercié Faure et Agbéomé pour la campagne menée, mais il faut également dire que de mon jeune âge, c'est ma première fois de voir quand même une campagne émaillée avec autant de fake news. Et le candidat du prélat, ironie du sort, c'est lui qui a beaucoup fait dans les fake news et consorts. Et je me suis aussi rappelé d'une phrase où il disait qu'eux, ils n'auront pas réclamé leur victoire à la plage. Et ça, quand vous êtes dans une dynamique où vous dites que vous pouvez aller au second tour, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Et donc, oui, moi j'étais surpris au début. Au début, je me suis dit un peu comme les autres, que bon, Monseigneur Podro, il y a quelques-uns qui peuvent toujours le suivre, mais Agbéomé, il n'est pas représentatif. Et donc, j'ai un peu omis que en politique, 1 + 1 ne font pas forcément 2. C'est pas parce que Adjamagbo et son parti n'ont jamais eu de mandat politique. C'est pas parce que de l'autre côté, Fulbert Atisso ne représente que l'homme de lui-même. C'est pas parce qu'il n'y a que des 0, qui sont rassemblés qu'au fini, ça fera 0, même s'il y a un prélat qui n'est pas 0, Et donc, je me suis trompé sur ce point. Mais au fur et à mesure que l'élection avançait, le processus a avancé. Même que vous voyez, c'est ces jeux souvent qu'il y a des informations, les taximans, les aidemens et autres là, où on vous dit, s'il plaît à Dieu, cette année avec le prélat, ça va aller. Or, généralement, ce sont des gens là qui portaient l'ANC. Là, j'ai su qu'il y a un problème. Le jour de l'élection, avec un ami que je salue au passage, qui était revenu au Togo, je ne sais pas si c'est pour la circonstance, on a fait le tour dans plusieurs bureaux de vote, dans les fiefs de l'ANC, mais quand on attendait un mois du dépouillement, j'avais dit à un ami qui est journaliste, me disait que l'ANC aura difficilement 15%. J'ai dit non, l'ANC n'aura pas 5%. C'est vrai, je ne suis ni observateur, ni membre de la CDI consort. Mais ce que vous avez vu dans leur fief, dans leur propre fief. Et l'opposition, pendant des années, s'est contentée de ces fiefs. L'opposition n'a pas cherché comme unir. Quand on va unir, avoir 40%, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile quand on est au pouvoir. On ne va jamais cesser de le dire. Mais l'opposition également a eu la possibilité de s'étendre, mais ne l'a pas exploité. Moi, je connais des gens aujourd'hui, des intellectuels, des professeurs, qui se sont proposés aux opposants, mais on les a rejetés. Mais aujourd'hui, ils sont retournés du côté du président. Et vous voyez, j'irai même plus loin, vous voyez ce que le président a fait avec Eric Amsi. Il l'a accueilli. Dans certains partis d'opposition, on l'aurait rejeté. On a vu des gens, on dit non, il a fait avec le régime, on ne le veut pas chez nous. Non, mais il s'attaque des gens qui le critiquent un tout petit peu. Tout récemment, notre confrère Jérôme Sossou, le petit frère de notre confrère ici, mais on s'était attaqué
s'attaquer à lui et ouvertement tout le monde a su que c'était un militant de l'ANC. Et en aucun moment, ils n'ont cherché à se départir, du moins à se dégager de ce comportement. Ils minimisent cela. Pour eux, c'est... Oui, pour le dire, fait quoi là? C'est inadmissible, c'est pas bien. Abel Kousset, que il faut ici féliciter un travail aussi qui a été fait par les soutiens du président Faure Gnassingbé, notamment Bâtir. Bâtir a joué un grand rôle. Parce que la situation de Bâtir est un peu, j'allais dire, certains ne la comprennent pas. C'est Uni ou c'est Bâtir? Non, c'est Bâtir. Bâtir, c'est Bâtir. Maintenant, Bâtir peut soutenir Uni. Juridiquement, c'est Bâtir. Juridiquement, c'est Bâtir. Mais politiquement, c'est pas. Quand un parti apporte son soutien politique. Quand on dit que Bâtir soutient Uni, je ne sais pas. C'est comme si non, il faut faire la différence. Non, Bâtir n'a pas dit qu'il soutient Unir. Mais Bâtir a dit qu'il soutient Faure Gnassingbé, le candidat. La candidature de Faure. C'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose. Comme s'il pouvait faire Bâtir. C'était pas uniquement Bâtir, il y avait aussi Clé. Il y avait aussi Clé de Maître Adina. Bâtir a été honnête d'appeler à voter pour Faure Gnassingbé. Et ils ont fait une formidable campagne. Moi, j'ai suivi un peu la campagne de tous les partis politiques, même Clé qui a appelé. Clé n'a pas fait de campagne. On dirait même que c'est Bâtir qui partait même en campagne pour son propre compte. Or, non. Vous avez vu que dans Golf 1, j'ai vu dans Golf 1, je parlais tout à l'heure des résultats du Golf 1, ce que Faure n'a jamais eu, 16 000 voix. 15% de l'électorat de Ben, le fief de Faure, le fief de l'opposition. Mais historique, en plus. Mais historique. Mais Faure est arrivé à avoir 15%. Et quand j'analysais, j'ai vu un peu ce que Bâtir a fait dans... J'ai suivi un peu leur campagne, j'ai vu ce qu'ils ont fait dans Golf 1. Et ils ont fait un travail formidable avec des caravanes. Et n'oubliez pas non plus que Eric MC, dont vous parlez aujourd'hui, c'est là par d'autres artistes, ils sont ancrés opposition, et que c'est Bâtir qui est arrivé à les récupérer et à travailler avec eux. Pour le candidat Faure Gnassingbé. Donc, c'est un travail quand même exceptionnel que je voulais souligner. Il faut arriver à conquérir les cœurs. Et dire que si l'opposition, ou bien Fabre, est arrivé à ce score minable, qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, s'il est arrivé à ce il a eu la sagesse de ne pas contester. C'est curieux. Pour la première fois. Non, ce n'est pas curieux. Moi, je pense que c'est une façon de mettre le poids sur Agbeyomi. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, on va revendiquer. Tu dis que nous, on ne peut pas, non, ben vas-y. 35%, n'est-ce pas, de l'électorat. Donc, je continuais sur la lancée pour dire que si Fabre a fait ce score-là, mais c'est parce que il y a des gens comme les Eric MC et autres qui sont quand même des artistes que les gens écoutent beaucoup, qui sont partis vers Bâtir et qui ont permis de siphonner l'électorat de Fabre, notamment dans Golf 1. Ce n'est pas négligeable. Les gens ont cru que l'électorat, c'est quelque chose de figé. Je voulais pour terminer ici, vous allez voir, même dans l'acte 2, je ne sais pas si vous avez vu le score de Faure dans l'acte 2 à Clapou. Bâtir a pris tout ce secteur-là et il a travaillé tout ce secteur-là au profit de Faure Gnassingbé. Et si on ne fait pas attention, Bâtir, d'ici quelques années, avec ce que la présidente Madame Meyer fait, avec ce que le dynamisme du jeune député Fiacre Achou, ce qu'ils font là, si on ne fait pas attention, d'ici 2023, c'est un parti avec qui on peut compter. Parce que j'ai remarqué que les moyens ne leur manquent pas du tout. Oui, par rapport aux 4% Jean-Pierre Fabre, il faut se poser beaucoup de questions. D'abord, Jean-Pierre Fabre et son groupe n'ont pas eu à faire la mue nécessaire, l'adjournement. Nous sommes, comme l'a dit Dimas, en présence d'une génération, la majorité de l'électorat ne comprend plus à blorer. C'est fini. Je ne dis pas que... Les gens pensent plus développement. Voilà, je ne dis pas que les gens n'ont plus la fibre de l'indépendance. C'est pas ce que je dis. Mais on ne se contente plus uniquement que de ça. Et moi, je dis souvent aux gens, aux aînés, quand je dis aînés, je parle en termes d'âge. Quand ils sont souvent, il y en a qui ont l'amabilité ou l'intelligence de s'étendre sur les réseaux sociaux parce que là aussi, il faut être présent. Mais quand ils parlent souvent de lutte, les gens qui
est-ce que les jeunes se sentent concernés par votre lutte? Parce que nous, c'est vrai, on l'a appris à travers l'histoire. Il y a quelqu'un qui aurait tué quelqu'un, qui aurait plutôt tué quelqu'un en 1963. Ça nous touche. C'est quand même la mort de celui-là qui était la figure de proue de l'indépendance. Mais aujourd'hui, le message là ne passe plus au sein de notre génération, comme ça passait au sein de ceux qui étaient présents ou de ceux qui, des fils directs de ceux qui étaient présents. Ce n'est pas la même chose. Et vous voyez que quand moi j'ai suivi le premier message de Jean-Pierre Fabre sur la télévision, ça n'emballait pas. Il n'y a pas d'emballement. Et ça, ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question de moyens. On n'est pas encore arrivé au niveau des moyens. Ça n'emballait pas. Et puis, c'était... En fait, ça n'attirait pas. Tu ne sois pas enthousiaste. Il ne te donne pas envie de voter pour lui. Et à la fin, c'était terminé par applaudir. Non, mais c'est pourquoi je parle... C'est du has-been. Secondo, cette histoire. Le NC a ressenti profondément le coup du PNP. Parce que même s'il y a eu démenti sur le fait que le PNP a soutenu Agbéomé, on sait tous que certains du PNP ont soutenu Agbéomé Kojo uniquement pour faire mal à Jean-Pierre Fabre. Notamment le conseil juridique du PNP, Kwasiga Agba, qui a ouvertement soutenu. Effectivement, donc pour faire mal à l'ANC. Et ça ne s'arrête pas que là, politiquement, financièrement. Vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez une dizaine de députés, mais on vient vous chercher à l'Assemblée nationale, on vous met dans la rue, on vous abandonne au part au Ghana, et puis vous ne retournez plus à l'Assemblée nationale parce que vous n'aviez pas participé aux élections législatives. Or, vous n'êtes pas au pouvoir. Et ceux-là qui financent énormément, c'est vrai, la diaspora, mais ce sont vos députés qui financent. Le NC a moins d'élus municipaux aujourd'hui que de députés avant. Et donc, il n'y avait plus de gens capables de puiser dans leur poche pour pouvoir soutenir ce parti. Et ça également, ça a joué. Mais on peut s'interroger à la fin sur l'héritage du culte. Parce qu'après l'UFC, c'était l'ANC qui incarnait cela. Mais l'ANC qui se retrouve à 4%, on peut s'interroger sur cette histoire. Mais nous allons continuer d'en parler. On n'a pas fini de parler de l'ANC. Le temps juste d'aller à la courte pause et on revient.